Alors, je suis parti de cet ouvrage qui s'appelle « De la métaphysique à l'exigence démocratique ». C'est un ouvrage de Nicolas Comtois, qui est un chercheur et doctorant en philosophie, qui a interrogé un philosophe québécois connu qui s'appelle Jean-Marc Narbonne. Et alors, je suis parti de l'idée que, pour étayer cette pensée, la nôtre, celle du rite écosensien accepté, celui-ci ne s'est jamais défendu de prendre appui sur la dimension morale, symbolique, évidemment métaphysique, de différents types de courants philosophiques, on le sait bien. Bien au contraire, utilisant ostensiblement tous les modes de pensée qui sont en capacité d'ouvrir l'esprit de l'initié, il en a fait le socle de sa doctrine. À ce titre, bien sûr, il n'a pu faire l'économie de philosophies grecques antiques, auxquelles il sait rendre un tribut, selon moi, légitime. En effet, loin de les considérer comme des vestiges intellectuels d'un passé révolu, il leur attribue une vivifiante modernité, de nature à mettre en exergue une continuité historique entre la pensée de la Grèce antique et les comportements des sociétés modernes, intéressant au premier chef le maçon écossais que nous sommes tous ici, un homme bien dans son siècle. C'est donc dans cette dimension que l'on peut s'arrêter sur cet ouvrage qui explore le passage de la réflexion philosophique abstraite à une implication concrète dans des enjeux démocratiques contemporains. Et c'est là que c'est intéressant. Dans ce prolongement, il affirme que les valeurs modernes relatives à la démocratie, au pluralisme, à l'égalité de parole, sont enracinées dans l'héritage grec. L'ouvrage considéré suscite ainsi de notre part un intérêt marqué car il met en lumière la nécessité de repenser les fondements philosophiques pour mieux comprendre les défis démocratiques actuels. Il insiste notamment sur la responsabilité individuelle et collective dans la construction d'une société plus juste. Cette approche originale a pour grand mérite d'intéresser tous les maçons écossais que nous sommes, autant dans sa dimension philosophique, métaphysique, critique. Alors, si vous le permettez, on va tout d'abord envisager en quoi le modernisme de la philosophie antique met l'héritage de la pensée critique grecque à l'honneur. C'est au travers d'un foisonnement d'arguments et d'idées échangées que les Grecs anciens ont forgé des concepts et des questions qui se sont élaborés au fil du temps. Ainsi, ils se sont intéressés à la question du gouvernement, que l'on dit politeia en grec, traduit en français par politie. Ils ont inventé le vocabulaire politique, chacun le sait, et les différents types de régimes tels que démocratie, aristocratie, timarchie, oligarchie, etc. Et ont développé des argumentaires comparatifs qui n'ont guère vieilli parce qu'ils dégagent des formes élémentaires et donc universelles du politique qui résonnent encore avec notre actualité. En ce sens, Jean-Marc Narbonne, le philosophe questionné, se penche sur le phénomène de l'usage critique de la raison, et plus spécialement sur ses sources repérables en Grèce antique et leur influence sur la modernité. Il porte ainsi un éclairage particulier sur la pensée d'Aristote, tout d'abord, en tant qu'il fut un contradicteur de Platon, à plusieurs égards d'ailleurs, politique, poétique, épistémologique, etc., pour poursuivre avec celle des néoplatoniciens, dont Plotin. C'est la trame qu'il a choisie, et c'est celle sur laquelle je me suis axé pour écrire ces quelques réflexions. Alors, qu'en est-il tout d'abord de l'usage de la pensée critique ? Alors Jean-Marc Narbonne lui porte une attention toute particulière et considère qu'elle est ce que les Grecs ont imaginé de plus précieux. Pour reprendre ses propres termes, ils ont inventé un rapport problématisé au monde, lequel s'avère être la contribution transcendantale finalement de toutes leurs découvertes, de toutes leurs inventions, et de la science à la démocratie, en passant bien sûr par la philosophie qui nous est chère. En fait, depuis l'époque archaïque, la délibération commune s'est imposée partout comme le terreau de la démocratie, sachant que pour délibérer, il faut préalablement argumenter, à savoir mobiliser un processus d'intellection et d'esprit critique. La pensée critique crée ainsi un esprit de rivalité de point de vue, un esprit de compétition qui envahit finalement tout l'espace public. En somme, elle impose simplement aux citoyens de décider de ce qui le concerne. Cette pensée critique en Grèce
a promu un espace ainsi de libre discussion de toutes les opinions que l'on nomme parésiens en grec. Dans ce contexte, la Grèce antique apparaît bel et bien comme le premier moment d'un perpétuel mouvement de remise en cause du passé, une sorte de tradition de la critique de la tradition, intégrant en même temps la préservation des fondamentaux de ce qui va constituer la culture occidentale. Car il faut toujours garder à l'esprit la bonne mesure, ce que les Grecs appelaient le Méden Hagan, que vous connaissez certainement, le rien de trop, faute de quoi la critique systématique deviendrait stérile. Position à laquelle, vous vous en doutez, le maçon écossais ne peut qu'être sensible, lui qui attribue de la valeur à l'immuabilité mais pas à l'immobilité. Par là même, l'influence de la philosophie antique grecque sur la pensée initiatique du rite écossais ancien accepté se veut profonde et multiple. Alors, on retrouve cette diversité dans ce petit ouvrage, décrite selon la vision de Jean-Marc Narbonne, à travers plus spécifiquement des conceptions aristotéliciennes et néoplatoniciennes. Alors, s'agissant des apports aristotéliciens, Aristote, vous le savez, constate et considère la politique comme le prolongement naturel de sa métaphysique. Ce qui nous conduit à commencer par la question de l'être et de son rapport à l'un. Aristote avance l'idée, alors pardon, c'est un peu technique là, mais on ne peut pas faire autrement. Aristote, c'est même fondamental. Voilà. Aristote avance l'idée métaphysique fondée sur la réalité de l'être qui reste forcément inachevé parce que l'être lui-même n'est pas réductible à une seule des 10 catégories, vous savez qu'il a imaginé, je vous les rappelle rapidement, la substance, la quantité, la qualité, le relatif, le beau, le temps, la position, l'action et la passion. L'être en tant que tel est une réalité à la fois trop vaste et trop indéfinie pour pouvoir ramener à une seule de ces expressions, un seul de ces genres, une seule de ces catégories. Aristote insiste sur le rôle de la substance, que l'on dit ousia en grec, sur son rôle prédominant joué dans la métaphysique. Tout le questionnement doit toujours être axé sur le problème de la prééminence de la substance. Il affirme ainsi dans son ouvrage Catégorie, je vais le citer, « Faute donc par ces substances premières d'exister, aucune autre chose ne pourrait exister. » Fin de citation. C'est pourquoi le stagirite oriente sa recherche ontologique sur le premier moteur qu'on connaît tous bien, le protéousia, la substance dont dépendent toutes les autres substances et toutes les autres formes de l'être. Aristote affirme le principe de la convertibilité essentielle de l'un et de l'être. On ne peut pas être un sans être, et on ne peut pas être sans être un. Les deux choses sont convertibles et s'impliquent réciproquement. Analysons maintenant la position d'Aristote sur le plan de la philosophie politique proprement dite. Aristote procède à une critique systématique de son illustre prédécesseur dans les politiques, Platon. Il refuse ainsi la tyrannie, l'oligarchie et prône un régime qui démontre l'intention d'une certaine forme de démocratie. Il réinscrit celle-ci comme un régime possible. Pourtant, dans son livre 3 des politiques, il qualifie la démocratie de régime dévié, dans le cas où prévaudrait le seul intérêt de la populace et de l'intérêt commun. Et si chez Platon, dans son ouvrage La République, la politie désigne le régime politique en tant que tel, le sens du concept va changer avec Aristote, pour lequel elle est le nom donné au gouvernement mixte qui mélange les aspects de l'oligarchie et de la démocratie. Son grand concept réside dans l'idée d'une classe moyenne qui établit une notion d'égalité. À noter que Platon ne s'est jamais posé la question de l'égalité. Cette classe moyenne est la base fondamentale, selon lui, de la démocratie, selon le principe, là aussi connu, du mésotès, c'est-à-dire du juste milieu. Cette notion reste parfaitement actuelle au moment où les inégalités se creusent, vous le savez, où le corps social se transforme peu à peu, au point que notre conception des principes démocratiques les efface peu à peu. Faisons une courte parenthèse sur l'esclavage, en remarquant que les Grecs anciens
reconnaissait déjà l'aspect inique d'un tel état, sachant pour autant que pour Aristote, l'esclave est quand même déterminé comme un instrument animé, doué d'intelligence, mais au service de son propriétaire. Il faut rappeler qu'il existait dans la Grèce archaïque une véritable hiérarchie dans l'esclavage. On note par exemple que nombre des fonctionnaires d'État étaient esclaves. Cette question de l'esclavage m'a interrogé et transposé à notre époque moderne pose avec acuité, me semble-t-il, le problème de l'asservissement humain toujours actuel. Et de la domination. Exactement. Dans les faits, sommes-nous véritablement libres? C'est la question que je me pose. Avons-nous une totale capacité d'action ou au contraire est-elle réduite à sa plus simple expression sous la contrainte de nos habitudes numériques, il faut bien le reconnaître, ou d'institutions qui rognent peu à peu notre liberté d'agir et de penser? Et ce qui fait rejaillir ici l'importance de ce que nous faisons, puisqu'ici nous sommes libres de penser. Voilà un questionnement lors de la pensée philosophique de la Grèce antique qui interroge le maçon écossais de manière permanente et qui, selon moi, doit l'inciter à la plus grande lucidité. Alors, poursuivons, après cette approche synthétique d'Aristote, par les néoplatoniciens, chez lesquels on peut remarquer que la pensée politique n'est pas séparée de la métaphysique, c'est-à-dire de leur conception du réel, de l'être et du savoir. Pour eux, la politique n'est pas une simple technique de gouvernement, mais l'expression concrète d'une certaine vision du monde, de l'homme et de sa place dans l'ordre du réel. Ce qui nous amène encore à poursuivre notre démonstration par la question de l'être et de son rapport à l'un. Plotin, vous le savez, est un philosophe prépondérant dans l'histoire de la métaphysique. Il cherche à montrer que ce qui est le premier, ce qu'il dénomme l'un, le principe, se situe justement au-delà de l'être, que l'on dit en grec, epekeina tes ousia. Ce principe, qui donc ne serait pas, au sens propre, induit l'idée d'un principe totalement autre que celui qui s'opère au sein de l'être. Pour lui, le premier principe est au-delà de quelque chose, ou antérieur à lui. C'est un infini inassignable. En cela, il distingue l'un, en grec l'on, et l'étant, l'en. Comme Proclus, Plotin démontre que l'un n'est pas, et qu'il n'existe pas au sein de l'être. Il lui attribue en fait une surexistence au moyen de l'hyparxis ou de l'hypostasis. L'un n'est pas être, mais il possède une sorte d'existence, l'hypostasis, et de substance, l'hyparxis, au-delà de l'être. S'agissant de cet un, de ce principe, Plotin conceptualise, vous le savez certainement, dans l'au-delà du monde matériel, la présence de trois hypostases qui sont le principe de l'univers en fait. On rappellera que le mot hypostase, que l'on vient de citer en grec en hypostasis, que nous avons, est le terme grec pour désigner finalement l'action de se placer dessous, en réalité la forme sous-jacente de la chose, et qui désignera plus spécifiquement, vous le savez aussi, dans la philosophie chrétienne, chacune des trois entités divines envisagées dans une forme de consubstantialité que les Grecs nomment homoousia. Dans la pensée plotinienne, la première hypostase postule qu'au centre de l'univers se trouve l'un, to en en grec, immobile, permanent, principe au-delà de l'être. Il possède en lui-même le ferment de sa propre existence. Il procède de tout ce qui est et existe en fonction par sa manifestation. Par conséquent, au-delà du concept même, il est source de tout ce qui est, puissance créatrice inépuisable, de laquelle tout dépend par la seule vertu de sa force expansive, de son émanation surabondante. La deuxième hypostase, après l'un, engendrée par la première, est alors l'intellect, nous en grec, qui est la connaissance, se connaissant elle-même, ou en d'autres termes, la conscience de soi. Elle est immobile et contient en elle la multiplicité des idées et des formes. La troisième hypostase est l'âme, la psyché, et qui émane de l'intelligence. Et là,
les néoplatoniciens ont inventé une notion novatrice, parce qu'ils considèrent qu'elle est mue par un mouvement circulaire et centrifuge qui l'a conduit à migrer vers le monde de la matière. Aux yeux donc des néoplatoniciens, émerge une nouvelle conception de l'âme comme essence intermédiaire, une nouvelle conception qui fait qu'elle est située entre le monde sensible et le monde de l'intellect, douée d'une pensée discursive. Elle contemple l'intellect et prend soin en même temps des corps sensibles. Ce sera dans ce monde médiateur et médian que le contact s'établira entre l'homme et Dieu. Alors qu'en est-il par voie de conséquence de la philosophie politique selon les néoplatoniciens? Il faut constater l'absence dans le néoplatonisme d'une philosophie politique identifiable. En fait, les néoplatoniciens n'ont fait que se référer à Platon. Platon a forgé, lui, une pensée politique qui forme un ensemble avec sa métaphysique. Sa vision est adaptée à celle de son temps. Sa conception sociopolitique se fonde sur une correspondance entre l'homme et la société. La séparation des rôles est stricte chez lui. Les philosophes doivent diriger la cité, les guerriers doivent la nourrir, et les guerriers doivent la défendre, et le peuple doit la nourrir. Sachant par ailleurs que dans ce modèle-là, les esclaves ne comptent pas. La société idéale, selon Platon, se veut statique, car le changement ne peut qu'engendrer le mal, la décadence, nous écrit-il dans La République. La hiérarchie doit être elle aussi stricte et fixe. Le peuple est guidé par l'opinion, la doxa et les illusions, et ne peut donc décider rationnellement pour conduire les affaires de la cité. Platon en confie les rênes aux philosophes qui entretiennent un rapport intime avec le savoir, à qui ils consacrent toute leur activité. Ainsi, la société juste est celle qui tient chacun à sa juste place, le peuple, les guerriers, les philosophes. Lorsque, nous dit-il, la gestion de la cité est pervertie, peuvent apparaître 4 types de gouvernements viciés, que Platon appelle respectivement la timarchie, c'est-à-dire le gouvernement de la valeur par le mérite, en petit nombre, l'oligarchie, qui est le gouvernement exercé souvent par les riches, la démocratie, le gouvernement assuré par le peuple évidemment, et puis la tyrannie, qui considère comme le pire régime politique, puisque le pouvoir est détenu par un seul homme, sans légitimité légale ou héréditaire. En s'arrêtant sur la démocratie, Platon, compte tenu des circonstances, y voit le pouvoir injuste et mal informé de la populace. Et même s'il convient qu'en démocratie, il existe des jours heureux, parce que la liberté préside à toute chose, et c'est en cela une chose heureuse, elle favorise cependant, selon lui, l'émergence d'un homme qui ne sait plus hiérarchiser ses désirs, de même qu'elle installe une société qui égalise toutes les valeurs en ignorant les êtres d'exception. Et ça ne lui plaît pas du tout, puisque ça va permettre à l'anarchie de s'installer. Selon lui, le démocrate est ignorant, intempérant, plein de passion et d'appétit, et est gouverné par les désirs superflus. La bonne politique implique, dans une forme de parésia, une totale liberté de parole impliquant que les gouvernants écoutent les sages. Ayant dit cela, on ne peut que reconnaître l'incontestable influence de la philosophie antique grecque sur le pouvoir politique. Les Grecs anciens se sont en fait singularisés par leur capacité de théorisation du mouvement démocratique. Du reste, Machiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, jusqu'à Marx et Hannah Arendt, tous ont été influencés par eux pour pouvoir mieux les dépasser. En même temps, si certains penseurs modernes ont pu considérer que la démocratie n'était pas totalement l'héritage direct des anciens Grecs, comme Rousseau par exemple, il n'en reste pas moins que s'ils ont pu théoriser ce mode de régime politique à la démocratie, c'est incontestablement grâce aux philosophes grecs. Pourtant, quelle soit l'efficacité dont on l'accrédite, historiens comme politiciens considèrent finalement que la démocratie reste un idéal irréalisable. Alors, parvenus à ce stade, nous pouvons tenter d'expliquer en quoi la philosophie anti-grecque, selon nous, peut se révéler comme un déclencheur de la réflexion et de l'action initiatique du maçon écossais. La philosophie et la franc-maçonnerie ne sont pas des disciplines séparées, mais au contraire se nourrissent l'une de l'autre.
on le sait bien. La philosophie qui implique dans sa signification première une manière de vivre, à savoir un mode de vie orienté vers la sophia, ou plutôt la phronésis, cette sagesse particulière tournée plutôt vers une action juste, pratique, semble offrir une profondeur et une dimension réflexive à la pratique maçonnique. En retour, la maçonnerie offre à la philosophie un champ d'application où les idées peuvent s'exprimer dans un langage spécifique que l'on connaît bien au travers des symboles et des rituels. Alors en quoi le questionnement philosophique peut-il, selon moi, être utile à la pensée initiatique? Il existe un principe essentiel. La vraie philosophie ne s'exprime réellement que par le questionnement, celui qu'on le retrouve chez le mystique, ainsi que dans l'expérience philosophique personnelle. Le projet philosophique est l'idée d'une certaine authenticité et d'un engagement individuel dans le questionnement, impliquant une expérience existentielle participant du vécu, et non pas une simple discipline scolaire. La méditation libre, la spéculation, la réflexion critique évidemment, personnelle, engagent l'entièreté de l'individu et tiennent une place essentielle dans ce type d'expérience philosophique. Mieux encore, elles en constituent le cœur. Penser, c'est donc remettre en question. Narbonne revient à la réflexion de Pierre Hadot, vous savez, ce célèbre philosophe helléniste, spécialiste du néoplatonisme et de Plotin, lequel disait dans son ouvrage « Qu'est-ce que la philosophie antique ?» je le cite, « La philosophie est un mode de vie, et c'est un mode de vie dans lequel on s'implique. » Ou encore, il rajoutait « Vivre réellement en philosophie correspond à un ordre de réalité totalement différent de celui du discours philosophique. » Fin de citation. Ne retrouve-t-on pas précisément ici ce que le rite écossais ancien et accepté recherche dans l'apport philosophique? Pierre Hadot met en avant la dimension pratique de la philosophie et souhaite minimiser l'importance du débat théorique, discursif, en voulant s'exonérer d'une forme de scolastique philosophique. Il réaffirme que bien au-delà d'un savoir objectivement communicable, celui qu'enseigne la philosophie grecque antique est purement intérieur et inaliénable. C'est bien en cela, me semble-t-il, qu'elle nous intéresse, cette philosophie. Mais pour que la philosophie s'assimile à une véritable manière de vivre, celle-ci doit comporter une option existentielle justifiée, un ensemble de pratiques ou d'exercices spirituels, ainsi qu'un usage du discours en accord avec la valeur fondamentale qui oriente la vie philosophique. Dans cet esprit, la philosophie se révèle fondamentalement une entreprise de recherche, une entreprise zététique, vous savez, du grec zéten, qui veut dire chercher, une entreprise qui remet toujours en place le doute permanent, remettant toujours les découvertes en question. La philosophie, en ce sens, pour nous, ne prend jamais de position définitive. Dans la tradition néoplatonicienne, par exemple, on cherche ce qu'on appelle l'époptie, c'est-à-dire l'époptéia, vous savez, c'est la découverte de ces mystères ultimes de l'initiation que l'on trouve par exemple dans les mystères d'Éleusis. En fait, la philosophie est une quête personnelle qui s'axe autour de la question pourquoi est-ce que l'on fait ce que l'on fait. Elle est une remise en cause permanente, sans quoi elle n'existerait pas. Et c'est un principe évidemment auquel le franc-maçon écossais adhère, lui qui sait qu'il doit quitter l'illusion des grands principes et ne pas avoir la vanité des idées pour apprécier l'action en elle-même et pour elle-même. Il sait totalement qu'il est vain de réfléchir pour réfléchir sans agir, car la voie spirituelle, selon ce que j'ai pu en comprendre, que propose notre rite est celle de l'engagement et de l'action. Alors arrêtons-nous 2 petites secondes, si vous voulez bien, sur ce concept d'action. Hannah Arendt, célèbre experte, vous la connaissez certainement, de la théorie politique et philosophe, a parfaitement expliqué que la liberté qu'assurait la cité grecque est nécessairement une pratique qui ne peut rester passive. Elle doit être active au sens rigoureux du terme, en mêlant à la fois la vision grecque du pratein, c'est-à-dire
accomplir quelque chose, et de l'aguerré latin, c'est-à-dire la mise en mouvement de l'être, évidemment. Dans ce cadre, l'action dans la cité est forcément solitaire et peut prendre même un caractère risqué, voire hostile. Voilà ce que nous dit Narbonne, parce qu'elle implique un combat d'idées entre finalement deux protagonistes qui cherchent la même vérité. Et c'est même à ce moment que l'homme agissant devient véritablement libre et humain. En effet, quand il s'expose aux dangers de la vie politique, parfois prêt à céder sa vie, eh ben, il peut obtenir une forme d'immortalité. Il faut donc être courageux pour agir. Et comme notre très puissant souverain grand commandeur l'avait indiqué dans la présentation des cahiers de Grastilly, je le cite, « S'il est un homme de l'universel et de l'éternel, le maçon écossais est aussi un homme de son temps, qui doit agir dans le monde pour y faire rayonner la lumière qu'il a reçue en loge. » Fin de citation. Dans le domaine ésotérique, qui est le nôtre, l'action commence d'abord par soi-même pour se continuer dans le monde. Elle est une action pratique qui dépasse le contemplatif et le théorique, relevant de la praxis grecque et possédant par là même une finalité interne, se distinguant à ce moment-là de l'autre forme d'action qui s'appelle la poiesis et qui relève plutôt de l'instrumentalité. Ainsi, le maçon écossais, par une véritable prise de conscience, mobilisant sa volonté et son courage, sait qu'il a emprunté un chemin difficile qui poussera tout son être vers l'action. Il s'agit d'entrer dans une philosophie de vie qui privilégie d'abord l'action par laquelle il faut entendre une action sur soi, par le biais de la véritable introspection, vous le savez tous. Et dans une dimension plus extérieure, une action qui pourrait prendre l'aspect, par exemple, d'un engagement au sein de la cité. De surcroît, il devra accomplir son devoir en toute humilité, mais sans attendre aucune récompense. À lui de se montrer capable de prendre la responsabilité immense d'assumer les contraintes imposées, de savoir renoncer aux choses matérielles, aux idées superficielles et bien sûr aux sentiments primaires. Ce renoncement oblige de passer de la volonté active et sûre d'elle-même à l'action totalement désintéressée et permanente. En même temps, la dualité devra être résolue par le maçon écossais pour rejoindre l'unité dont il est le médiateur et aller dans le monde pour y porter la bonne parole. Son action sera personnelle et devra s'appuyer sur les principes idéaux de l'ordre. Son chemin initiatique a réussi à le détacher de la matérialité, des préjugés et de l'erreur, le conduisant ainsi vers la réalisation de son idéal. Passant de la plus profonde intériorité à l'action extérieure, il consacrera sa vie tout entière, à l'instar des Grecs anciens, à redresser les torts du monde en parfaite harmonie avec le principe dont nous parlions tout à l'heure. Ayant défini précisément et compris sa relation avec l'un et avec les hommes, ayant gravi les marches de l'initiation une à une pour atteindre dans les régions supérieures un monde imaginal, vous savez, ce monde imaginal cher à Henri Corbin, qui est ce monde intermédiaire situé entre l'intelligible et le sensible, il aura pour mission de redescendre dans la manifestation pour agir hic et nunc, ici et maintenant, autant sur lui-même que dans la cité. Suffisamment sage et responsable désormais pour prendre l'initiative d'agir, il se fera sa propre idée du monde, mais en relation constante avec son Créateur, sans pour autant lui obéir aveuglément. Homme parfaitement intégré dans son monde, en tant qu'être étant, il parviendra à cette harmonie dans laquelle l'un et le multiple se rejoignent en un tout. On touche ici, selon moi, une véritable philosophie de l'action, parce qu'il est dans le monde, le maçon écossais est au service de la vie, pour l'amour de l'homme et celui de Dieu. Alors concluons en disant que, parce qu'elle est flexible, fluide, mobile, la pensée grecque se distingue et inspire la vision philosophico-initiatique du maçon écossais, lui qui tente d'éviter à tout prix la sclérose spirituelle, qui s'efforce d'être en alerte intellectuelle permanente et cherche à se maintenir dans une ouverture d'esprit tolérante en même temps que critique. De la sorte,
le questionnement philosophique permet de pénétrer les contrées de l'être, du devoir ou de l'existence, qui n'avaient pas encore été entrevues ou, tout du moins, pas bien mesurées. En ce sens-là, il témoigne d'une culture ouverte et il rend possible une société ouverte. L'ouvrage que nous venons d'aborder invite à un dépassement de la simple spéculation théorique pour embrasser une praxis politique fondée sur des valeurs métaphysiques renouvelées. Il propose une réflexion dont la philosophie peut servir de levier à un engagement démocratique authentique en articulant concepts métaphysiques et actions concrètes dans le champ politique. Nous pouvons donc nous accorder à reconnaître que c'est bien dans l'hellénisme que se forgent quelques-uns des grands traits occidentaux de notre civilisation, même si on doit reconnaître que cet héritage s'est tellement enchevêtré avec d'autres que maintenant il est parfois difficile de le reconnaître. C'est dans cet esprit que le maçon écossais adoptera volontiers, donc, pour ma part, puisque c'est mon sentiment que je vous donne aujourd'hui, le point de vue de Jean-Marc Narbonne, auquel j'adhère totalement. Il considérera désormais que la philosophie grecque, non comme un espace de projection pour un imaginaire nostalgique qui se complairait dans une forme de déploration qui est de mise aujourd'hui dans notre société, mais bien comme un ensemble de textes dont l'incitation critique est plus que jamais nécessaire. En effet, en ces temps d'obscurantisme et de fanatisme, elle permet d'aiguiser et accélérer la dynamique de transformation intérieure qui restera le moteur essentiel d'une véritable métanoïa en ce qu'elle est la transformation radicale de l'être profond. Je tiens particulièrement à remercier Lucien Millot qui là résout quelque chose de particulièrement difficile. Et son discours est convaincant. Et je pense qu'il prouve en quoi nos réunions, d'ailleurs tu l'as dit d'ailleurs toi-même, sont quelque part indispensables. Elles sont indispensables, et je reprends ton mot, contre la sclérose qui nous guette devant une vision que nous aurions de possession d'une vérité qui nous satisferait, et on se trouve au contraire dans un domaine qui est un domaine qui appelle la philosophie. Première conséquence, j'ai entendu certains de mes ministres d'État s'opposer comme quoi il puisse y avoir une réflexion philosophique dans les programmes. Je ne parle pas de toi pour une fois. Et donc, il faut voir de quelle manière, bien entendu, la chose se fait, bien entendu. Donc, j'en vois pour moi une conséquence personnelle par rapport à la juridiction qui me conforte totalement dans cette vision qui nous fait penser à la fois nous-mêmes et en pensant nous-mêmes aller vers la société et essayer de la penser dans ses structurations telles que tu l'as bien dit. La deuxième chose que je souligne, c'est ce mot parésia. Tu es passé très vite, tu l'as répété 2 fois. La parésia, c'est le discours vrai. Jusqu'à, et Platon lui-même en a été, comment dire, la victime, aurait pu en être la victime, puisque, à part les vrais, il a manqué éventuellement, Solon, tout ça, etc. Je ne vais pas parler de tout ça. Donc je pense que la parésia m'est apparue un élément, je dirais, presque central de correction de nos propres, pour avoir une crédibilité dans ce que nous sommes, quel que soit le degré que nous avons.